La place des jeunes dans la société, à mon avis, elle n'est pas tout à fait claire parce que la technologie, le mode de vie technologique nous montre que les technologies peuvent tout faire à notre place. Puis il y a quelque chose qu'il faut absolument démontrer à nos jeunes, c'est d'avoir le sens du devoir, le sens des responsabilités civiques. Puis ça, c'est essentiel pour une saine vie en société. Regardez le taux de vote. Je veux dire, on part aux politiciens, aux politiques provinciales, fédérales. Fédéral, c'est peut-être 45 provincial, c'est 50, 55 pourtant, il y a 10 ans, on était à 70 puis on s'inquiétait. Mais ça baisse de plus en plus. Au municipal, ça tourne autour de combien? 30, 40? Non, 50? Nous, dans notre communauté, c'était 30-40 la dernière élection. Mais regardez qui sont les voteurs. Jean-Marc Fournier qui vient de se faire élire avec un record historique de 17 ou 20 de votants. Qui va voter? Je veux dire, c'est les jeunes, c'est pas les jeunes, c'est une clientèle assez conscientisée. Au scolaire, des commissions scolaires, je veux dire, c'est... Moi, c'est pour ça que des fois, je rêve à voix haute que, je veux dire, on fasse comme la langue, qu'on ait un bulletin de vote obligatoire. Puis si le gars ne va pas voter, mais il y a une ponction sur son impôt. À savoir qu'il faut intéresser les gens à la démocratie. Parce que tranquillement, puis c'est là que j'en viens des fois qu'on peut avoir des réflexions, comment je dirais, catégoriques. Puis ça, c'est le deuxième enjeu vers où je m'en vais. C'est qu'on s'en va vers j'appelle ça une dictature démocratique. Parce qu'à quelque part, s'il y a juste 50 du monde qui se prévoile de leur droit de vote, bien, il y en a 50 d'autres pourcents qui ne s'en sont pas prévalus. Puis c'est là qu'on retrouve des fois des maires, des élus qui n'ont pas la légitimité démocratique de gouverner, mais qui, eux, la prennent parce que, bon, ils ont passé dans le système démocratique, mais qui fonctionnent de façon autocrate. Je veux dire, à Québec, vous le voyez, on a un maire hyper actif qui a des bons côtés. C'est un maire visionnaire, M. Labaume, mais il gère sa ville de façon autocrate aussi. Je veux dire, tu es avec moi ou tu étais contre moi. Je veux dire, puis il serait ici, M. Labaume, puis il n'y aurait pas de problème. Là, vous pourrez y faire le message là, sans problème. Mais je veux dire, c'était comme le maire Lamontagne, probablement à Québec, dans les années 75-70 aussi. Là. Mais ça relève aussi le fait de l'État-providence versus le rôle de l'État. Parce que l'État, hein, c'est pas juste le fédéral, le provincial, c'est aussi le municipal. C'est toutes des strates étatiques. L'État, en théorie, devrait être le fonctionnaire de la société. Ça, c'est la théorie, ça. Qui est la société? C'est nous tous. C'est des citoyens. C'est nous tous qui en sommes sa composante. Bon, la question, est-ce que l'État est au service des citoyens ou est à son propre service? Des fois, poser la question, c'est presque y répondre. Vous les voyez, nous, je prends l'exemple de ma municipalité, que la population est stable depuis 10-15 ans facilement, autour de 9 000 habitants. Le taux de taxation augmente, les services aux citoyens n'augmentent pas plus, les employés municipaux augmentent. On a une ville de 9 000 avec 50 employés municipaux. On s'achète un troc de pompier neuf à chaque 3 ans, 200 000 $. Puis c'est drôle, hein, pour acheter des pépines, là, puis des graideurs, là, je vais te dire que le portefeuille il est ouvert. Mais pour mettre de l'argent dans les bibliothèques municipales, dans les loisirs, là, c'est pas mal plus compliqué. Mais pourtant, ces municipalités-là, puis je veux dire, vous êtes beaucoup des élus municipaux, vous le voyez. Pourquoi ces décisions-là sont prises? Est-ce que les municipalités, est-ce que nos gouvernements travaillent pour leurs concitoyens? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de leurs concitoyens ou ils sont plus à l'écoute de certains lobbies, de certains cercles d'intérêt? Si on prend l'exemple, là, présentement, du gouvernement actuel, jamais on aurait cru que le lobby des ressources naturelles aurait autant de pouvoir dans l'agenda politique. Moi, j'ai l'impression de me replonger 30 ans en arrière, mais même que, quoique je n'étais pas vieux, il y a 30 ans.
Mais tu sais, quand on voit les gaz de schiste, les mines, les éoliennes, toute l'exploitation des ressources naturelles qui n'est pas nécessairement faite par la communauté, on se demande, coudonc, à qui le pouvoir est-il délégué? Pourquoi il y a tant d'urgence? Le gouvernement a l'écoute de qui? Du citoyen ou des lobbies corporatifs? Ça fait partie des enjeux. L'État-providence, l'État-autocrate, c'est aussi la technocratie. La technocratie, ça, on peut aller à l'autre diapo. C'est la relation avec l'État, avec soit les fonctionnaires, avec soit les municipaux, provinciaux, etc. Combien de fois un citoyen normal qui n'a pas nécessairement un diplôme en management à l'ENAP essaie de discuter avec un urbaniste dans une municipalité, puis lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est il te récite ses règlements d'urbanisme presque par cœur, puis tout le langage codifié, pas un chat capable de comprendre ça. Moi, je fais du militantisme dans le sens que je demeure une coopérative de solidarité. Je suis bénévole, je suis un promoteur bénévole. J'ai déjà travaillé au gouvernement provincial, j'ai travaillé dans les municipalités, puis je vous avoue, c'est ça qui est c'est ça qui m'aide à faire avancer un dossier, un projet. Parce que mes confrères de CA dans la coopérative, ils ont des DEC, des DEP. Eux autres, ont commencé à parler un langage codifié que les fonctionnaires ne connaissent pas. Mais c'est malheureusement le cas. Il faut parler ce langage-là si on veut être compris, puis avoir une réponse positive. C'est pas évident. Le code de procédure, la relation qui est balisée par la technique, ça fait en sorte qu'on sent qu'il y a un fossé qui s'établit avec les citoyens. Je me rappellerai toujours de Jean Charest, quand il a approuvé la deuxième version de la politique nationale de la ruralité au Salon Rouge. J'étais là comme invité. Puis M. Charest avait dit je trouve ça fascinant de voir cette politique-là. Nous, comme gouvernement, on est une grosse machine, on est comme un gros éléphant. Puis il faut être capable de se mettre à l'échelle du citoyen. Ah, c'était beau, tu sais. Il faut être en mesure de se pencher, je veux dire, puis viens ici. Puis là, tout le monde était ému dans la salle, hein, je veux dire, on se dit, ah oui, hey, je dis, enfin un politicien qui a compris. Je veux dire, il a compris comment nous émouvoir ce soir-là, point. Il a juste compris ça. Mais, je veux dire, il n'y a rien qui change, sauf que c'est quand je parle d'État-providence, il faut que l'État, le gouvernement, nos municipalités se mettent à l'écoute du citoyen, ce qui implique d'aller vers le citoyen, pas de dire on envoie un sondage, personne ne répond. Fait qu'on se fie sur les 5 qui ont répondu. Tu sais, c'est pas comme ça. Moi, j'ai participé à Saint-Raymond à un plan de développement stratégique il y a 7-8 ans. Puis ça avait été il faisait des réunions le soir. Puis moi, comme citoyen actif, mais je me suis impliqué. On était 50 personnes. Combien vous pensez qu'il y avait de citoyens non alignés là-dedans? Il y en avait 7. 7 ou 8 au début. Il y a beaucoup de fonctionnaires municipaux, les gens des SADC étaient là, Carrefour Jeunesse Emploi, tout le monde était là. Mais on était juste 7 citoyens actifs. Après 2 réunions, avec toutes les procédurites, la lourdeur, tout ça, on était rendu 2-3. OK? Là, les 2-3 qui restent, là, ben nous, on est des citoyens, on exprime notre opinion. Là, on commençait à se faire rentrer dedans par l'urbaniste, par le président de chambre de commerce, par un ci, par un ça. Puis là, on dit, c'est quoi, là? C'est une game de pouvoir. Ça finit par aboutir, ce plan-là. Super de beaux plans, des grands objectifs, c'était fascinant. Le maire l'a prédit, voici nos engagements électoraux pour les années à venir, Finalement, le plan finit dans la filière 13. Mais à chaque fois que le maire veut dire « Ah oui, on a une belle municipalité, nous autres », il sort le plan stratégique. Alors, regardez, on adhère à la démarche rue principale, on protège le patrimoine, mais parallèlement, on détruit à peu près une maison patrimoniale par année dans notre village. Mais c'est pour faire des parkings. Je veux dire, c'est pour que les trocs de bois puissent se retourner sur la rue. Fait que vous voyez un peu les exercices de consultation. Il ne faut pas juste s'asseoir factice. Il faut qu'ils s'asseyent vrai. Fait que vous voyez, hein, je ménage personne là, ici.
Mais des fois, il faut faire les exercices de réflexion à l'interne. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les citoyens qui s'impliquent bénévolement. Puis moi, je l'ai déjà dit, franchement, mon directeur de CLD, moi, je ne ménagerai jamais l'ego d'un fonctionnaire ou d'un directeur qui est payé 50 000 $ à faire du développement économique, quand que moi, comme bénévole, j'investis de l'argent de ma poche pour faire du bénévolat à ses heures ouvrables, puis pour faire du développement de projet, puis que lui m'empêche de faire du développement de projet. Parce que c'est un peu ça aussi. On peut aller à l'autre. On est en train de démarrer une coopérative de solidarité à Saint-Raymond, une coopérative multi-usage. C'est une bébite unique au Québec. Ça vous montre aussi comment le bénévolat a ses limites. C'est un bâtiment multi-usage qu'on veut construire à Saint-Raymond, au pied d'une montagne. Moi, j'ai une fromagerie, mais je veux dire, dans l'économie actuelle, avec la crise de la listériose, je ne peux plus opérer. Vous avez goûté mes fromages, là, mais je veux dire, moi, mon entreprise vit sur du temps emprunté. Fait qu'il faut que je me relocalise avec des installations plus productives. Fait que j'ai imaginé une coopérative multi-usage dans laquelle on retrouverait une fromagerie, une microbrasserie, une cuisine d'établissement, un petit centre culturel, et puis un bistrot-cafétéria. Tout ça au pied d'une montagne, où il y a une autre coopérative qui développe tout le récréotourisme. Parce que vous savez, hein, il faut nourrir les gens par la nourriture, mais il faut les nourrir physiquement. Fait que ça, c'est ça qui est important. Puis on s'est dit, ça va être un beau projet, on veut faire ça à Saint-Raymond. Un projet de 3 millions, bâtiment vert intelligent, tout le kit, c'est tant qu'à faire, on va bien faire notre travail. Ça fait depuis 2009 qu'on est là-dessus. Moi, j'ai à peu près 1000 heures sur temps ouvrable de mis là-dessus. Ceux qui savent c'est quoi 1000 heures, c'est une demi-année homme, ça. 2000 heures, c'est 40 heures semaine, 45 semaines par année. Les autres membres du CA ont mis un autre 1000 heures à eux deux. Fait qu'on a une année homme demi. Puis là, tout ce qu'on est arrivé à faire en un an et demi, c'est mobiliser le milieu. Notre municipalité était contre le projet. Non. Il dit, Éric Proulx ne vient pas du coin, lui. Je veux dire, c'est pas un gars de la place. Là, toutes les raisons... puis vous savez, dans vos municipalités, le vieux fonds conservateur ressort toujours devant les newcomers, le monde qui ne viennent pas de la place. Fait que là, comme je dis, dans vos municipalités rurales, y en a-tu beaucoup d'immigrants en place qui participent à la vie démocratique, à la vie économique? Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que nos milieux sont prêts à les recevoir? Parce que je dis souvent, oui, on veut des jeunes, on veut des immigrants, mais est-ce qu'on est prêt à leur faire leur place? Parce que s'ils ne dérangent pas, OK, mais s'ils commencent à déranger, ouf! Fait que, vous voyez, ce projet-là, là, on s'est associé avec des vieux de la place, des retraités, on a migré, tu sais, pour avoir un beau projet représentatif, mais on se bute quand même à toutes les relations avec l'État, puis on voit toute la complexité de mener un projet collectif en place dans le contexte bureaucratique actuel. Fait que ça, c'est un autre enjeu, ça. OK? Les jeunes, l'État-providence,